Alors, passons à un sujet un petit peu plus délicat. Quel est ton avis sur la direction de l'OM, puisque tu as eu quand même pas mal de changements après l'ère Bernard Tapie, je pense pas que tu l'as trop connu, mais peut-être que tu as eu vent, tu l'as pas vraiment vécu parce que tu es plutôt jeune, donc je pense pas que tu as Ouais, vraiment... je suis né en 93, l'année où l'OM a gagné la Ligue des Champions, en fait. Ouais, donc... Ah ouais, donc ouais, toi, Sous la bonne étoile. T'as vu? ouais. Toi, J'ai tout t'es né kiffé. sous la bonne étoile, en fait. Voilà. Et puis après, t'as eu la blonde, comme Ouais. on dit. On passe de Bernard Tapie à la blonde. Et la brune. Et la brune. Donc, quel est un petit peu ton avis sur comment le club il est géré Est-ce que t'as des dirigeants que t'as plus aimés que d'autres et il y en a que t'as moins aimés que d'autres? Je pense que à l'heure actuelle, t'es peut-être pas tellement fan de ce qui se passe actuellement à Marseille. J'espère sincèrement pour vous que vous serez vendus. Parce que moi, les Américains, dans le foot, je pense pas que ça fasse bon ménage. Ils pensent trop que ça peut gérer en mode la NBA, alors que Ouais. Marseille, quand tu investis à Marseille, il faut que tu aies quand même une connaissance de la ville, de son histoire de football. Tu peux pas arriver En et fait, faire c'est comme tu n'importe dis, quoi. c'est totalement incompatible la vision du projet McCourt avec cette ville et ce club, l'histoire de ce club. Donc ça n'a pas matché aussi parce qu'ils sont arrivés avec Hérault en place qui a voulu un petit peu dénaturaliser Marseille. C'est ça que le reproche le plus les supporters. C'est que déjà quand il est arrivé à la commanderie, il a viré tous les mecs qui étaient nés à Marseille, mais véridique, ouais. Véridique, pour mettre en place ces hommes, c'est-à-dire des mecs qui venaient de Paris, hein, et dire ça parce qu'il y a aussi une question de compétence. Un mec qui est plus compétent, on s'en fout d'où il vient. Mais le problème, c'est que Hérault, il voulait se faire la tête aussi des supporters marseillais. Il a fait le ménage au niveau des ultras. Il a viré un groupe ultra. Il y a eu aussi un petit plan, le Prou à Marseille. Il y a 2 ans, après la finale d'Europa League, Hérault a dissolu le groupe des supporters historiques, les Yankees, qui ont été créés en 87. Parce qu'il y a eu des mauvaises attitudes. Bon, je ne dis pas que les groupes de supporters sont toujours clean à 100%, mais de là, toi, tu arrives depuis 2 ans, tu es président et tu imposes ce système où, en gros, soit tu fais ce que dit la direction, soit tu sautes. Et à partir de là, tous les groupes de supporters ont été mis en sursis. Et il y a eu le fameux projet, je ne sais pas si tu as entendu parler il y a 1 mois ou 2, où ils mettent en place l'espèce d'agora OM, où en fait les groupes de supporters n'auraient plus de convention. Donc il aurait fait le ménage comme un plan Le Prou. Non, ça, j'étais pas au courant. Et en fait, à la différence avec Paris, c'est que tous les politiciens à Marseille, la mairie, les anciens joueurs, les personnalités publiques de la ville se sont mis contre son projet pour pas avoir le même chose qu'à Paris. Et en plus, c'était à l'époque, c'était il y a 2-3 mois, à l'époque aussi de la rumeur de la vente du club aux Saoudiens. Donc on faisait le rapport comme Paris avant le Qatar, le ménage de Le Prou, voilà. Ouais. Et sauf que toute la ville a fait bloc, a été solidaire avec les groupes ultras, et Hérault n'a pas été au bout de son action. Et c'est pour ça que Hérault n'est plus à la tête de l'OM, que c'est plus le président actuellement, qu'il a été remplacé par Longoria, parce que les groupes l'ont menacé. Il n'est pas là, mais toujours là, tu vois ce que je veux dire? Oui, il a été replacé autre part, au niveau de l'Assemblée. Mais voilà, ça c'est vrai, je ne peux pas te donner tort. Il est dans l'ombre, on va dire. Il est dans l'ombre, et surtout que Hérault, c'est l'homme de confiance de McCourt. Donc je ne vois pas comment McCourt il changerait son fusil d'épaule. Il aurait confiance à Longoria, qui est arrivé au club depuis quelques mois. Donc en tout cas, pour moi, Hérault, c'est le pire président que j'ai jamais vu à l'OM. Même la Brune était mieux, sincèrement. Il a eu tout faux sur sa communication. Il a menti aux Marseillais. Il a voulu dénaturaliser ce club, cette ville. Pour moi, ce mec, c'est l'anti-Marseille. Et puis, il a surtout rien à faire dans le foot. Rappelle-toi de ses déclarations. Un but de loin doit marquer 3 points. En fait, il s'est rendu ridicule aux yeux du football français. Il y a aussi des clashs avec Aulas. Limite, on avait envie de défendre Aulas tellement il était ridicule. Et pourtant, quand il est arrivé, il y a eu un effet héros parce que le mec, Héros. Ouais, voilà. Mais ça n'a pas duré. Et puis après, les directions que j'ai connues par rapport à la question, la Brune, c'était aussi une catastrophe. On va pas le nier. Sauf que la Brune, il n'avait pas d'argent.
Margarita, elle voulait pas investir dans l'OM. Donc la Brune se débrouillait avec des miettes. Et même, il s'en sortait pas trop mal au niveau des transferts. La Brune, d'ailleurs, avait un poids au niveau des transferts, un poids de décision. Parfois, il se débrouillait tout seul pour le mercato. Il n'a pas fait que des conneries, la Brune. Mais ce qu'on lui reprochait, surtout, c'était tout le reste. Autour, c'était aussi catastrophique. Juste avant la Brune, tu as eu Jean-Claude Dacier. Jean-Claude Dacier qui a été champion de France avec l'OM. Je pense que ça ne te parle pas parce qu'il est resté 1 an. C'était un vieux qui est passé par TF1, qui est d'ailleurs actuellement à C8. Un vrai facho d'ailleurs. Une catastrophe. C'est News, pardon. Et avant Dacier, tu avais le regretté Pape Diouf qui est avec moi sur la photo, qui est mort du Covid-19 au mois de mars dernier. Tu avais entendu parler de lui parce qu'il était respectueux, tu vois. En fait, c'est par rapport au fait qu'il était respectueux avec les Parisiens, même si tu avais une certaine rivalité. Il allait pas cracher sur Paris. Il était respecté par tous les clubs rivaux. D'ailleurs, juste après son décès, je me rappelle, Ayoub, Seyss avait fait une vidéo pour lui rendre hommage. Donc, c'est pour te dire à quel point ça a touché tout le monde, pas que les Marseillais. Ça a été un grand président de l'OM, le deuxième meilleur DR Bernard Tapie. Il a été à la tête du club de 2004 jusqu'à 2009. Et ça correspondait à des très belles années de l'OM, enfin des belles années, où l'OM était toujours sur le podium, quoi, pratiquement. Les Ribéry, Nasri, Mamadou Niang, donc le club était bien géré. Au niveau de la masse salariale, c'était bien structuré. Il n'y a pas eu tous les problèmes comme sous Hérault, par exemple, qui a mis des salaires énormes à tous les joueurs, où là, on s'en sort plus, ça a pété. Il a plutôt bien géré ce qu'on appelle le milieu marseillais, parce que quand tu es président de l'OM, tu as un contexte autour aussi à gérer. C'est un club différent, où je ne vais pas le cacher, ça fait partie du charme ou pas, et aussi nos difficultés. Voilà, on est un club fait aussi de faits divers. Et Pape Diouf savait s'imposer par rapport à ça, à tout le milieu, à tous les agents qui rôdent autour de ce club, à toute la mafia mise en place par Anigo à l'époque. Je ne sais pas si ça te parle, José Anigo, qui a entraîné le club, qui a été directeur sportif. Et ça, c'était les sales années début 2000 qu'on a connues, où le club était gangréné en fait. Voilà, moi, j'étais jeune encore en début 2000, donc je suivais. Enfin, je l'ai pas vécu en direct, donc je suivais le foot. Mais j'étais pas dans le côté structure derrière. Tu vois, tu suivais un peu les clubs et tout. Mais moi, en 2000, je suis née en 87. Hein, je suis plus vieille que toi. Mais... Ah ouais, c'est vrai. On n'a pas beaucoup d'écart. Mais quand même, c'est vrai. Donc, moi, je l'ai pas trop suivi. 2000, j'ai commencé à m'intéresser au foot. Donc, le seul président que j'ai apprécié à l'OM depuis que je suis le club en 99, c'est vraiment Pape Diouf. Juste avant lui, il y a eu Christophe Boucher. C'était la période Drogba. Voilà, qui a fait quelques bonnes choses et aussi quelques mauvaises choses. Il n'était pas trop adapté à ce club. Et juste avant Boucher, c'était la catastrophe début 2000 où on jouait le maintien avec les Yves Marchand, les Christophe Roussier. Les supporters demandaient leur démission très rapidement parce qu'à l'époque, les supporters marseillais étaient encore plus exigeants que maintenant. Ça pétait très rapidement. Mais ils avaient plus de pouvoir aussi. Oui, en plus, il n'y avait pas les restrictions qu'il y a maintenant. Même si Marseille pèse toujours, hein, on l'a vu récemment quand même, ils ont quand même toujours du pouvoir, faut pas déconner. Mais depuis Tapie, le seul président valable qu'on a eu, c'est Pape Diouf, hein, qui est sur la photo avec moi, que j'ai rencontré d'ailleurs pour l'anecdote. C'était le lendemain du fameux match OM Leipzig, quand on se qualifie pour la demi-finale d'Europa League, où on gagne 5-2 avec le but de Sakai à la fin. Et le lendemain, j'étais à la Provence, là. J'étais à la Provence. Même si j'avais des yeux, regarde les yeux que j'ai. J'étais pas réveillé, j'avais pas dormi de la nuit. C'est catastrophique la dégaine que j'ai. Ouais, je fais un peu timide sur la photo, c'est vrai. Pourtant, j'ai réussi à bien discuter avec lui. On a échangé sur le faux transfert de Ribéry à Lyon, sur Aulas, les joutes qu'il y avait entre les deux présidents. Ah ouais, sur le coup, il était abordable, c'est un homme abordable. Ah ouais, super abordable, super sympa. Il me confiait des trucs alors que moi, j'étais personne, quoi. J'étais de gain. Et puis, il a pris son temps pour aussi l'épisode des minots. Je sais pas si tu te souviens. En 2006, en fait, Pape Diouf avait envoyé lors d'un PSG-OM l'équipe réserve de l'OM, des jeunes de 18-19 ans, pour protester contre le fait que les ultra-marseillais puissent pas se déplacer au Parc des Princes. Il y avait eu 0-0 à la fin, ce qui était honteux pour le PSG. C'était la mauvaise période de Paris. Ça avait sifflé fort à la fin du match. Et ça avait été critiqué à l'époque. Hein. Même Canal+, le diffuseur, disait « Comment ça, vous mettez les minots, nous c'est nos matchs de l'année, vous envoyez l'équipe réserve ». Et lui, il s'en foutait. Il a dit « On va au bout, on s'en fout si on perd ». C'était pour marquer le coup.
Ouais, c'était pour marquer le coup. Et en plus, il y a eu le résultat, mais c'était pour marquer le coup. Et tout le monde s'en souvient de ce match à Marseille. Et les minots qui étaient revenus après le match ont été accueillis comme des héros à la gare Saint-Cœur. C'était un des faits d'armes de Pape Diouf, qui a aussi amené le club sous le podium chaque année, qui a redressé le club financièrement, qui a aussi été dans le cœur de tous les Marseillais. C'était un homme qui allait au local des groupes de supporters de temps en temps leur rendre visite, de lui-même. Il était respecté vraiment par tout le monde. Mais il n'a pas été champion de France avec l'OM. On a été champion l'année d'après où il est parti, mais grâce à lui, on a récolté les fruits de son travail. En fait, il a été champion par, on va dire, par procuration. Voilà, exactement. Parce que ça prend du temps à mûrir. Par exemple, si tu as Zizou qui fait un travail pendant des années, tu as un coach derrière, il arrive, on va dire non, c'est pas le travail du coach. Il y a un travail en amont qui a été fait, par exemple, par Zinedine Zidane. Okay. Mais et Bernard Tapie, c'est quelqu'un qui est même très après, parce que tu parlais un peu des Lyonnais, et c'est quand même quelqu'un qui est très apprécié aussi par Jean-Michel Aulas. Oui, alors oui, parce que je ne sais pas si tu connais l'histoire. Si Aulas est président de Lyon, c'est grâce à Bernard Tapie. Sinon, Aulas ne serait pas dans le football. C'est Tapie, en fait, qui au début fin des années 80 se posait des questions. Parce que lui, Tapie, il a repris l'OM en 86. Tapie, il est venu avec Hidalgo à ses côtés. Hidalgo, qui est l'ancien entraîneur de l'équipe de France. Il a annoncé la couleur. Il va y avoir des gros moyens. Je suis là pour acheter les meilleurs joueurs. Je veux gagner la Ligue des Champions. Donc, gros projet, ce Marseillais. Dès 86, on savait quelque chose de fort allait se créer. Et aussi, il pensait au championnat de France. Il disait, il déclarait, il faut qu'on ait des gros concurrents pour qu'en Coupe d'Europe, on puisse rivaliser. Parce qu'à l'époque, le championnat de France dans les années 80, c'était pas bon. Et donc, Lyon, qui est la deuxième ville de France à niveau population, ils étaient en Ligue 2 à ce moment-là. Tu te rends compte, en 86. Lyon, c'est pas une ville de foot du tout. Et il dit, c'est pas normal. Donc, il connaissait un peu Aulas dans le monde des affaires. Et il lui propose de reprendre le club et de le redresser. Et Aulas accepte après réflexion. Et après, il y a eu la remontée incroyable. Après, c'est grâce à Aulas. Tout ce qui a été fait, c'est grâce seulement à Aulas qui a été très fort dans ce grâce à Montpellier aussi, parce que Montpellier, je vais parler un peu football féminin. Montpellier, ils ont quand même mis en avant le football féminin. Donc, Lyon a suivi avec le football féminin. Donc, le football féminin et masculin ont un petit peu aidé la ville lyonnaise. Le club lyonnais, donc du coup c'est un ensemble parce que ça c'était plus tard, mais c'est vrai ensuite par rapport au foot féminin, comme tu expliques, c'est un des faits d'armes de Aulas d'avoir voulu être le numéro 1 de ce côté-là, et puis Aulas avait réussi à convaincre Morgan de signer à Lyon, et donc oui, c'est vrai que le foot féminin, pour venir à ce sujet, Aulas en est un, surtout grâce à tout ce qu'il a fait. Il a amené la lumière au foot féminin en France, parce qu'on a vu que maintenant le PSG a une équipe de plus en plus compétitive, il me semble. Paris a progressé depuis quelques années, même s'il y avait toujours un bon niveau, je crois. Ça se tirait un peu la bourre, mais Lyon était au-dessus. Donc c'est l'exemple avec Tapie qu'on parlait. Tu vois, les concurrents qui voulaient amener dans le championnat de France. Aulas le fait pour les foot féminins également. C'est un peu la même chose. Mais pour revenir à Tapie, moi je connais sa vie par cœur. Je m'intéresse beaucoup à son histoire, mais pas lié au football. Tapie, c'est un homme, c'est un des rares hommes, c'est la personne qui m'impressionne presque, parce qu'il savait tout faire. Il a été chanteur, politicien, ministre, acteur. Attends, il a été chanteur Il a été chanteur. Il a été chanteur au début, dans les années 80. Ah, mais il sortait des sons et tout. Non, il a été chanteur, véridique. Il a été président d'une équipe de vélo pour le Tour de France. Il a gagné d'ailleurs le Tour de France. Tapie, c'était lui qui était à la tête de l'équipe. Je ne sais plus c'était quoi. Il a été bien sûr président de l'OM. Donc, dans tout ce qu'il a fait, il a toujours réussi à ses fins. Donc, c'est un homme impressionnant et épatant. Et dans le football, en fait, il est un petit peu plus complet. Oui, il a été aussi. Il a présenté des émissions de télé dans les années 80 pour les chefs d'entreprise. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Donc, c'est ça qui m'impressionne. Il est fort dans le business parce que c'est un chef d'entreprise. Ça, je n'ai même pas dit à la base. C'est un chef d'entreprise. Il s'est amené dans la politique, ensuite dans le sport. Il sait tout faire. Il s'intéresse à tout, il sait tout faire. Donc, et puis, Bernard Tapie, c'est la personne la plus importante dans l'histoire de l'Olympique de Marseille. C'est pas un joueur.
C'est pas un entraîneur, c'est Bernard Tapie. Sans Tapie, l'OM serait pas l'OM. Il n'y aurait pas l'étoile, il n'y aurait pas le prestige qu'a le club, il n'y aurait pas autant la popularité qu'a le club. Tapie, c'est tout. C'est l'OM, Tapie. C'est la personne la plus importante. Après, je comprends que ce soit un personnage clivant. Soit tu aimes, soit tu détestes. À l'image de notre club, hein, à l'image de l'OM. Hein. L'OM, c'est un club, on a tous un avis dessus. Soit tu aimes, soit tu détestes. Je veux dire, je comprends les gens. Moi j'aime pas. Voilà. Toi, tu n'aimes pas l'OM pour certaines raisons. Ouais, voilà, parce que j'aime Paris. C'est incompatible. Oui, tu as grandi avec ça. Il y a des arguments qui font que tu peux détester l'OM, que je comprends. On est un club clivant. Et j'arrive ça à le comprendre même. Mais c'est aussi pour moi l'OM qui a. Si tu aurais vécu ce que j'ai vécu, étant tout petit, bercé par ce que j'ai connu, si tu aurais vécu ce que moi j'ai une autre vision. Voilà, aussi d'accord. Mais c'est un club avec un charme exceptionnel, qui a des atouts incroyables. Et voilà, de ce côté-là, je ne vais pas faire une déclaration d'amour, mais voilà, mais c'est. J'aime l'OM parce que. Voilà, pour un ensemble de choses. Je vais partir loin. Ouais, ici on dit cœur patate. Voilà, cœur patate. Ouais. Non, mais je vois qu'on peut, on peut parler de l'OM pendant des heures et des heures. Ouais. On va continuer justement dans la lancée. Est-ce que tu m'as un petit peu titillé là-dessus? Alors, quel est ton avis sur la rivalité Paris-Marseille? Donc, je précise que moi, je suis parisienne et que tu es marseillais et qu'on ne s'insulte pas. C'est déjà un bon point. Tu vois. Mais là, on va voir. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va pour l'instant. Ça fait plusieurs minutes qu'on fait l'interview. Pour l'instant, ça va. On ne s'est pas encore insulté. Il va être long ce débat. Alors, je t'annonce, on va commencer par quoi? Déjà, pour répondre aux personnes, parce que tu as dû en entendre parler, beaucoup disent ouais, c'est monté par Canal+, la rivalité PSG-OM. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ça a été monté au début des années 90. Exactement, c'est venu à la saison 92-93, cette année-là. On y reviendra. Mais quoi qu'il arrive, même si elle serait arrivée naturellement, cette rivalité, même sans Canal+. C'est ce que j'explique aux gens. Ils me disent avec le recul, ouais, c'est vrai quand même, tu as raison. On s'en fout qu'elle ait été montée par Canal+. C'est évident. Paris, la capitale, contre Marseille, qui a été le plus gros palmarès de France dans les années 90 à ce moment-là, la ville de foot à proprement parler. Donc, ça paraît naturel. Puis même sans parler de football, souvent on oppose Paris, Marseille, dans tous les domaines, je trouve. Donc pour moi, c'est une rivalité qui a été montée, c'est vrai, mais qui serait arrivée à un moment donné. Après, il faut savoir que Marseille a eu beaucoup de clubs rivaux avant Paris. Il y a eu à la base Saint-Etienne, ensuite il y a eu Bordeaux qui luttait pour le titre avec Marseille, puis il y a eu le Paris Saint-Germain. Mais Paris... Mon avis sur... Mais Paris quoi? Mais pour toi, Paris, c'est différent parce que c'est quand même la capitale de la France, tu vois. Donc il y a le côté aussi. Maintenant, on parle. Avec Paris, ça a duré la rivalité. Elle dure encore aujourd'hui. Avec Bordeaux, Saint-Etienne, elle s'est atténuée la rivalité. Elle est descendue. Donc moi, tu sais, il y a beaucoup d'anciens Marseillais qui disent, bon, c'est un peu la mauvaise foi. Hein, je connais. Oui, notre rival, c'est Bordeaux, c'est Saint-Etienne. Ouais, mais attends, au stade Vélodrome, contre Bordeaux, on est 40 000, contre Paris, on est 60 000. Comment tu l'expliques? Avant le match, c'est déjà plein 4 heures avant, alors contre Bordeaux, on gagne, on les tape chaque année, on s'en cague limite. Donc non, le rival numéro 1 de l'OM, c'est le Paris Saint-Germain, quoi qu'on dise. Certains ne le reconnaissent pas actuellement parce que Paris est au-dessus, parce qu'il y a un écart sportivement, ce qui est vrai. Et la rivalité, je pense qu'on est d'accord, la plus forte PSG-OM, ça a été dans les années 90 et même 2000. Ouais. Maintenant, c'est un peu différent. Pour 2 raisons. Déjà liées aux résultats sportifs et liées au fait que le plan le prouve. Il n'y a plus les grosses ambiances au Parc des Princes et puis il n'y a plus les déplacements de supporters dans les 2 stades. Donc, c'est une rivalité qui a un peu baissé, il faut le dire. Les déplacements officieux. Donc, mais ça gâche un truc parce que il y avait des échanges entre supporters de champ avant. Toi, il faut que ça soit officiel, qu'on les voie vraiment. Parce que quand c'est officieux, la personne, toi, tu te caches. Moi, je me suis déjà caché. Hein. J'ai déjà allé au Vélodrome. Hein. Tu m'as expliqué. Et donc, mais après, cette rivalité, elle existera toujours pour moi. On le voit, les nouvelles générations maintenant. Bon, on les voit sur les lives YouTube. Ça se chante. C'est PSG-OM. C'est pas Marseille-Lyon, c'est pas PSG-Lyon, c'est
tu as toujours PSG, OM, le clan. Et ça risque de durer parce que je vois les jeunes maintenant les supporters du PSG détestent l'OM, les nouveaux supporters, hein, je parle. Les nouveaux Marseillais détestent le PSG, chacun a ses raisons. Donc elle est partie pour durer. Après, tu sais que j'espère vraiment qu'on aura les moyens pour rivaliser avec nous à nouveau. Parce que moi, j'ai grandi en ayant détesté le PSG. Hein, mais vraiment. Et tu me parles. J'avoue, je détestais plus Paris à l'époque que maintenant. Mais ça a un peu baissé. Voilà. Parce que peut-être on n'est pas. Voilà, on n'a pas les mêmes objectifs. Et Paris, ça a quand même changé. Le club, il n'y a plus l'identité qu'il y avait avant. Enfin, c'est un style différent maintenant. Voilà. Mais j'ai des souvenirs incroyables hein, avec ces PSG. Attends, j'ai eu la chance de vivre des OM PSG au stade Vélodrome, quelques-uns au Parc des Princes. Honnêtement, grandiose, hein, grandiose. Et ouais, c'était incroyable. Hein, voilà. Ouais, mais j'en ai vu des choses. Hein, et puis, je vois quelques supporters marseillais qui viennent au stade incognito. Je les charrie doucement, pas trop fort parce que pour des raisons de sécurité. Mais tu sais que je peux pas vous saquer. Ouais. Mais moi, ce qui me fait la peine, c'est que quand je sors du stade et que j'entends des supporters parisiens, venez, on va taper du Marseillais. Ça me fait mal au cœur. De mes propres yeux, j'étais avec la team PSG Fan TV, on faisait des débriefs à chaud devant le stade. Et après un Paris-Marseille, la fameuse vidéo. Ce que tu sais pas, c'est que c'était très tendance. Encore récemment. Ouais, celui de cette année. Et il y a un supporter qui avait un maillot de l'OM et qui avait sa veste par-dessus, donc je ne la voyais pas à 100%. Il était en train de se faire tabasser sous nos yeux. Donc on a intervenu. Même moi, tu vois, moi je suis intervenue. Après, on m'a dit de me calmer. On a fait partir les personnes. On a appelé les flics. C'est parti très très loin. Sa tête, elle a fracassé le sol. Il pouvait plus bouger. Mais vraiment sale. On n'a pas entendu parler de ça dans la presse. On n'a pas entendu parler. Non, il n'y avait pas de journaliste ni rien et on n'a pas pris de photos. Et on nous a demandé si on avait filmé la scène. J'ai dit ça s'est passé trop vite. Oui. Et j'en profite que tu sois là pour qu'on en parle de ce sujet. Et je me suis énervée contre un supporter parisien. J'ai fait donc lui tu me frappes et toi tu me frappes pas parce que j'ai un maillot du PSG, c'est ça. C'est pour ça que mes potes ils ont dit calme-toi un petit peu. Et du coup il était complètement au sol. Et on a entendu le bruit de son crâne heurter le sol. Ils l'ont déshabillé, c'est-à-dire qu'il était torse nu. Ils l'ont arraché son maillot. Ils disent enlève le maillot. Et il y a un deuxième groupe de supporters parisiens qui arrive. Et le gars il était au sol et tout. Je disais il faut le mettre en position latérale de sécurité, ce que j'ai fait les gestes de premier secours, et qui demandait pourquoi il était là et qu'est-ce qui s'est passé et tout, parce qu'on attendait les flics et les pompiers en même temps. Et on était en stress. Je crois que les flics sont arrivés avant les pompiers d'ailleurs. Et je disais mais non, c'est une bagarre tranquille. Et il me dit mais c'est un supporter de Marseille. Mais non, mais de quoi tu parles? C'est juste une bagarre entre gars du quartier. Ils sont partis et tout, parce que si jamais on disait que le gars était marseillais, on était tous foutus. C'est-à-dire que même moi, avec la team PSG Fan TV, il y avait d'autres gars qui filmaient sur une autre chaîne, on aurait été en infériorité par rapport au deuxième groupe qui était, parce que c'était un groupe contre une seule personne. Le gars était en solo et le gars il aurait pu crever, hein. Il l'aurait laissé pour mort, hein. Il était parce qu'en fait il était au sol, il donnait des coups de pied à un mec au sol. Ça va beaucoup trop loin. Voilà, à la rigueur, un mec qui vient en Marseille, déjà au Parc des Princes, c'est de la provoque, je suis d'accord. Bon, tu lui mets 2-3 coups, mais là, après, quand ça va trop loin, là, comme tu me racontes, ça va beaucoup trop loin. Du lynchage, en fait, ça fait mal au cœur, quoi. Enfin, je pense que c'est... Même moi, enfin, l'inverse, c'est évident que je ne pourrais pas avoir l'inverse. Et tu sais, je vais te raconter un truc à mon tour.
il y a 3 ans, OM PSG avant le match, le coup on perd 5-1. Il y a 2 filles qui sont arrivées, maillot du PSG devant le stade Vélodrome en Jean-Bouin, 3 heures avant le match. Je t'enverrai la vidéo, tiens, fais-moi penser après le match. Je te fais. Tout le monde court après les 2 filles, des jeunes, hein, 20 ans, 19 ans. Ça tire le maillot, enlève ton maillot, limite, toi. Bah, ils auraient pu la violenter, ils l'auraient fait. Il y avait quelques CRS qui. C'était des filles. Hein. Voilà, c'est ce que je te dis, c'était des filles. Donc là, c'était forcing pour qu'elles enlèvent le maillot et tout. Mais je sais pas comment ça aurait pu finir. Mais ça avait fait le tour de Twitter d'ailleurs, cette scène. Et oui, après, je te cache pas que s'il y a pour un OM-PSG au Vélodrome, un mec qui arrive en. Ouais, il pourrait y avoir l'inverse, bien sûr. C'est clair. Mais oui, j'ai déjà vu ça. Mais c'était pas un match vers le groupe du Virage Chute que je vais pas citer, mais c'était un OM Montpellier, je sais pas. Et puis il y avait un mec habillé en Paris, comme ça, dans le stade Vélodrome. Et il y a eu lynchage terrible, je crois. Ouais, j'ai entendu, mais un truc de fou. C'est ça. En fait, ça va beaucoup trop loin. Tu sais qu'il y a eu des morts dans le passé, donc. Oui, il y a eu des morts. Bah déjà, les alentours du Parc des Princes. Moi, j'ai été au Parc des Princes aussi en tribune latérale. Et on trouvait avec mon père, avec d'autres. Il y a un sentiment. Il y avait à l'époque, il y avait un sentiment un peu d'insécurité. Enfin, c'était vraiment. C'était chaud. Autour du parc, tu voyais quelques groupes après les matchs et tout. En plus, quand il faisait nuit. Et puis, je me rappelle, le supporter qui est mort, je crois, c'est en 2006. Déjà, le premier mort qu'il y a eu au Parc des Princes, c'était un match de Coupe d'Europe contre des Turcs, je crois, non? Il y a une bagarre ultra parisien contre des Turcs, c'est bien ça? Je ne me rappelle plus des dates des premiers morts. Enfin, je sais qu'il y en a eu, mais je ne sais pas si c'est le premier ou pas. C'était entre supporters parisiens, Boulogne contre Auteuil, ouais, et il y a eu un mort dans cette bagarre. Et ça, c'était juste après le plan Le Prou. Il a dit stop, maintenant on va faire le ménage. Plus de groupes reconnus au Parc des Princes, et maintenant je mets en place une billetterie aléatoire. C'est-à-dire que les ultras peuvent plus se dur. Ah, moi j'ai pas kiffé. Et là, aléatoire, moi je me rappelle, moi je m'intéresse beaucoup au mouvement du supporterisme, au mouvement ultra. Même à cet âge-là, à 13-14 ans, j'allais sur les sites mouvement ultra et je discutais avec des Parisiens, des Stéphanois. Je m'intéressais à tous les groupes en France parce que j'adore les grosses ambiances. Je suis fan des ambiances dans les stades de foot, toi. Et c'est pour ça que j'aimais bien aller au parc à l'époque, même si je suis allé qu'une fois pour voir l'ambiance, quoi. De temps en temps, incognito. Et incognito toujours. ouais. Quoique, après j'étais petit. Bah, moi, je l'ai vécu. La saison dernière, le Classico, on avait mis, je sais plus combien de buts, 2-3 buts, je crois. Alors, il y a eu 2-0. Attends, c'était à l'automne, c'était octobre 2018, non? 2-0 où Draxler il marque à la fin, non? Attends, c'était la saison. Je crois que c'était en 2018-2019, je crois. d'accord. Donc, attends, il y a une anecdote de ce match. Moi, j'y étais. C'était juste après la Coupe du Monde de Russie. C'était quelques mois. Ouais, c'était vers novembre. Tu vois, c'était vers octobre-novembre. Ouais, c'était exactement fin octobre. C'était les vacances de la Toussaint, je crois. Ouais, c'était fin octobre, ouais. Comment t'as vécu ta soirée, en fait, l'ambiance au Vélodrome? Comment tu t'es senti? Comment tu l'as trouvé? Ah, mais j'ai kiffé. Moi, je kiffe l'ambiance, tu vois. J'ai vu le COP. Moi, j'étais au présidentiel, entre guillemets, avec mes 3 potes parisiens, incognito. Je t'enverrai les photos. J'ai photos de dossier. Ouais, j'ai des photos où tu me vois avec si j'arrive à les retrouver. Parce que elles sont cachées, tu vois. Je suis en train d'agiter le drapeau marseillais, incognito, les gens ils sont là. Moi, j'ai vraiment me faire passer incognito. Tu vois, j'ai dans mon téléphone, normalement ici c'était Paris Saint-Germain, j'ai enlevé. J'ai toute trace, rien du tout. Et la première fois de ma vie, j'ai 0 réaction. Je suis habillée en civil, pas de maillot. Et je pense que tu craignais rien, je pense. Pas que je pense. J'étais venue avec des potes marseillais. Mais j'étais accompagnée, j'étais assise avec des potes parisiens. Eux, ils sont dans les virages, donc j'étais pas avec eux. Et retour en Blablacar avec des gars du COP qui ont fait le chemin à Paris. Ah oui, des sections de supporters de l'OM à Paris. Ouh là là, ça devait être compliqué là.
En fait, non, mais ils sont abonnés justement au COP. Je sais plus comment c'est, les oranges, comment ça s'appelle déjà? Winners. Les winners, ouais. Donc c'était les winners et ils étaient 3-4 et en fait ils faisaient quasiment tous les week-ends le trajet de Paris jusqu'à Marseille. Donc ils se relayaient à Paris. Voilà, ils se relayaient le chemin. Et du coup, il restait une place en Blablacar et ils ont capté que moi, j'étais forcément parisienne. Je veux dire, les pauses pipi, je les faisais rapides. J'avais peur qu'ils m'abonnaient sur la route. Parce que quand tu vois un Blablacar 23h à la sortie du match, tu t'as capté que c'est des supporters. Et donc, du coup, si moi, je reviens avec eux, mais que je suis habillée en civil et que j'ai pas une touche de l'OM, c'est qu'ils se doutent que je vais être... j'étais au parc. Enfin, j'étais au Vélodrome. Mais j'ai 0 touche de supporter, donc ils ont capté que j'étais forcément parisienne. Et on n'a pas parlé foot pendant tout le voyage, hein, moi je peux te le dire. Et moi j'ai fait genre je dormais. Et c'était malaise total, mais voilà, mais bon, c'était cool. Ouais, mais c'était un match, il y avait beaucoup d'ambiance. Et en fait, j'ai pu faire les feux d'artifice avant le match et tout. Et ça m'a rappelé qu'au Parc des Princes, on pouvait plus faire tout ça en fait. Il y en a un peu quand même dans le Cup, il fait des fumigènes, il y en a. Ouais, mais en fait, c'était des fumigènes devant le stade à faire les fous. Ah oui, c'est ça qui est frappant au Vélodrome, c'est devant le parvis. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, tu vois, tandis que nous, à Paris, t'as tout un truc de sécurité, tout est quadrillé, tu peux même pas rentrer en bagnole. Au stade, il n'y a rien. Faudrait voir peut-être si vous faites, parce que t'as pas connu, avec le Covid, une demi-finale de Ligue des Champions, peut-être autour du Parc des Princes. Là, tu verrais un rassemblement. Ah oui, mais j'étais devant la porte d'Auteuil pour le match retour contre Dortmund. J'y étais pour la première mi-temps. Là, il y avait une ambiance de folie et là, les flics, ils étaient un petit peu plus cool avec nous. Mais vous, c'est à tous les matchs que vous faites les fous. Donc, à chaque match de l'OM, il y a l'ambiance. Peut-être pas tout, mais oui, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais c'est vrai que le Parc des Princes, il n'y a qu'un petit COP qui bouge maintenant en Hauteuil, alors qu'avant, tu avais combien de groupes? Tu en avais 7, 8, 9, c'était de partout. Ouais, tu avais une dizaine de groupes. Il faut valider par la direction, et c'est compliqué à Paris maintenant, tu sais. Voilà, je sais même pas si la direction voudrait un autre groupe de supporters à Boulogne. Mais si, en fait, il y en a, mais des tout petits, je crois. Ouais, mais en fait, il y a un truc à Boulogne. Il y a des trucs à Boulogne, mais quand aux armes, ils répondent à peine. Tu les entends à peine. Ça bouge pas assez, tu vois. Peut-être que ça commence à se créer, comme j'en ai parlé avec Ayoub. Ouais, ça n'a rien à voir, quoi. C'est vraiment tout petit, quoi. Ouais, c'est clair. Non, c'est même pas des poussins. Donc, mais bon, voilà, malheureusement, c'est comme ça. On paye un peu les prix parce que c'était, franchement, mon père voulait jamais que j'aille au parc parce que c'était trop dangereux. Et pour information, mon père est supporter marseillais. Donc, du coup, c'est pas lui qui allait m'emmener au Parc des Princes. Mais tu y allais au Parc des Princes avant le plan Le Prou? Non, du coup, tu y allais pas. Non, impossible avec mon père. Il voulait pas. Il me dit c'est trop dangereux. C'est limite, vous vous entretuez entre vous. Je vais pas te laisser aller là-bas. Donc, il y avait une atmosphère un peu pesante. Attention, après, je dis pas qu'à Marseille, il y a des emmerdeurs un peu partout dans le stade. Mais il n'y a pas de groupes qui sont là pour la violence, des groupes. Je sais pas comment t'expliquer. C'est la différence qu'on disait entre Paris et Marseille avant. Voilà, des hooligans. Ça n'existe pas au stade Vélodrome au sein même. Mais ça peut péter de temps en temps pour une raison ou une autre. Mais c'est souvent lié au foot, au terrain. Alors qu'avant, à Paris, tu avais des hooligans qui n'étaient pas là pour le foot. C'était politique, en fait, à Paris. C'était politique, tout est embrouillé. Après, c'est juste une petite partie. C'était pas la majorité. C'était une petite partie qui ont pêché les autres. Cette partie, elle pesait sur tout le Parc des Princes, franchement. Ouais. C'était un petit peu dommage. Mais il y avait une grande ambiance, quand même, à l'époque. Et puis vous avez un stade, d'ailleurs, le Parc des Princes, qui résonne très très fort. Ouais, l'acoustique au Parc des Princes, j'avoue, c'est le stade peut-être qui résonne le plus en acoustique. C'est ça qui est frappant. La maison, pour moi, c'est magnifique. Moi, j'adore. Tu sais, des fois, je suis tout là-haut.
au Parc des Princes Ouais. et je m'entends crier joyeusement, bien sûr, toujours. Et peu importe où tu es au parc, tu vois super bien quand même. Bon, bien sûr, les joueurs Alors sont ça, de je plus sais en pas plus parce petits. que oui, parce qu'une fois j'étais mal placé au premier, j'étais vers le poteau de corner tout en haut et je voyais bien, ouais, ça, la visibilité Ouais. est bonne. T'as une bonne Ouais, visibilité au Parc des Princes. c'est Après, vrai. voilà, c'est pas non plus un stade à une capacité de 200 000 spectateurs. Donc, Peut-être qu'ils vont l'agrandir, peut-être il était question à un moment donné, non? Des travaux de ouais, mais l'agrandir j'ai un pas peu? trop envie qu'on touche au parc. Ouais, J'aime bien tel je pense quel, que tu vois, parce que ouais. on a une jauge, enfin, on n'a pas une jauge, mais on peut accueillir, je crois, 48 000 environ, et je trouve que Et c'est puis pour les suffisant petits parce que, matchs, c'est à peine plein. Mais pour les très gros matchs, ça remplirait, toi. S'il y a 80 000 personnes, il serait rempli le stade pour les gros matchs. voilà. À Après, voir. ouais, financièrement, il faudrait qu'on ait plus de stabilité pour penser à grandir. Mm. Et mais vous avez combien de capacité? 67 000. On a exactement 18 000 de plus que vous. 18 000. Ouais, ouais. Après, je crois, je crois que Lyon aussi, ils ont une bonne capacité. 60 000 Lyon. Ouais. Ouais. Après, c'est Mais vous le avez troisième fait. stade, c'est le Parc des Princes. Troisième plus grand stade de France, c'est le Parc des Princes. En Ligue Ouais, 1. ouais, en Ligue 1 en tout cas. Ouais, en Ligue Du coup, là, on va parler sur un sujet 1. Ouais. tendax. Ton avis sur les joueurs qui ont joué à la fois à Marseille et au Paris Saint-Germain. Et j'ai pris un exemple pour te chauffer un petit peu, pour te donner une petite anti-sèche. Alors, ceux qui connaissent pas Jérôme Leroy, c'est un joueur qui a été formé au Paris Saint-Germain. Et je l'affectionne tout particulièrement parce que il y en a d'autres qui ont été formés et qui sont partis à l'OM. Mais lui, le gars de 95 à 2000, il est au Paris Saint-Germain, tout va bien. Certes, il a été un petit peu prêté, mais il enchaîne direct. Ça veut dire que de 2000 à 2002, il va jouer à l'OM. Il fait quand même 58 matchs, il marque 8 buts. Paris Saint-Germain, il avait fait 102 matchs, il a marqué 4 buts. Et par derrière, juste après, il retourne au Paris Saint-Germain de 2002 à 2003 avec 64 matchs. Déjà, en plus, on l'accepte. Déjà, c'est un truc de ouf. Et il marque 8 buts. Qu'est-ce que tu penses de ces joueurs? Enfin, je parle des deux cas qui ont été formés, par exemple, ou qui viennent de Marseille. Enfin, parce qu'à former réellement en tant que joueur, et puis après, tu as leur premier contrat pro qui ont mûri, et ensuite, ils partent au Paris Saint-Germain. Quel est ton ressenti sur ces allers-retours? Sachant que dans les années 90-2000, ça se faisait quand même pas mal. Ouais, c'est vrai. Alors, moi, j'en ai connu beaucoup, des joueurs du PSG qui ont signé à l'OM dans les années 2000, comme Enze, comme Mbami, comme DU. Ouais, Il DU. y en a eu Alors lui, beaucoup. DU, m'en parle même pas. DU, c'était le premier DU, en fait, d'une longue série. C'était en 2003, après votre finale de Coupe de France. Alors, c'est très spécial, c'est très bizarre. Alors, moi, je vais te dire honnêtement le ressenti que j'avais en tant que supporter marseillais quand un Parisien venait dans notre club. Alors, c'est des joueurs que je détestais par le passé. Voilà, quand je regardais Paris, je voulais qu'ils perdent. Enfin, voilà. Et quand il signait à l'OM, je le prenais bien. Parce que pour moi, il avait trahi l'ennemi pour signer dans notre club. Et il pouvait même devenir un chouchou du stade Vélodrome. DU, quand il est arrivé, je me souviens honnêtement à Marseille, on l'a de suite adopté au stade Vélodrome. Il a été acclamé dès le premier match. Enze, ça a été pareil. Donc, sauf Fabrice Fiorez. Fabrice Fiorez, je ne sais pas pourquoi, il a été hué au stade Vélodrome parce qu'on lui reprochait, après un but qu'il a marqué contre l'OM, d'avoir fait un doigt d'honneur, d'avoir fait des déclarations contre nous. Donc Fiorez, c'était le seul que j'ai vu qui n'a été pas accepté à cause de son passé parisien. Donc le public marseillais acceptait les Parisiens parce qu'ils avaient trahi l'ennemi. Maintenant, ils venaient à l'OM pour... On avait envie de les croire, en fait, alors qu'ils n'étaient pas sincères, les mecs. Ils venaient à l'OM pour une raison quelconque, une raison sportive. S'ils sont prêts à trahir l'ennemi avec le recul, c'est qu'ils n'ont pas de valeur, ils n'ont pas de principe. Donc, dans le fait, c'est pas beau, c'est pas bien. Ça représente toutes les valeurs du foot que j'aime pas, de passer du PSG à l'OM ou de l'OM au PSG. Il y a quand même un contre-exemple, je dirais, c'est Lorik Sana, qui lui avait l'OM dans son cœur étant jeune, mais il a été formé au PSG. Et lui, il a toujours dit, mon club de cœur, c'est l'OM. Donc lui, on peut un peu l'excuser. Mais un mec, franchement, je dis la vérité, un mec comme DU, comme Gabi Enze, eux, c'était vraiment des vrais amoureux de votre club. Je pense que ce n'est pas les vrais Parisiens, les amoureux parisiens qui vont me faire mentir. Ils aimaient vraiment le PSG. Qui signe à l'OM comme ça, putain, mais t'as d'autres opportunités.
tu peux aller ailleurs, mais pourquoi tu vas à l'OM dès la première occasion? C'est quand même fort. Et les mecs, ils s'étonnent d'être sifflés après au Parc des Princes, d'être pourris. Je comprends après l'accueil. Moi, inversement, quand il y avait, j'ai connu moi des joueurs de l'OM qui sont passés ensuite à Paris, comme Peter Luxin, comme bon par la suite, il y a eu, je crois, Ben Arfa, mais Ben Arfa, il y a eu trop de clubs entre temps. Mais Ben Arfa, c'est pas pareil, c'est multi-club. Par exemple, la Sanadiara, on les a sifflés au retour au Vélodrome, on avait envie de les pourrir, hein, entre guillemets. Mais voilà, le souvenir que j'ai des Parisiens qui ont signé à Marseille, j'avais encore plus envie de les aimer. Je t'ai dit la vérité, quand ils arrivaient, parce qu'ils ont trahi l'ennemi. Et je me disais, allez, maintenant ils sont chez nous. Mais avec le recul, voilà, c'est. Et puis quand j'entends, je vais te dire la vérité, un mec comme DU, on lui pose la question il y a quelques années sur RMC. Bon alors, c'est quoi ton club de cœur? Le PSG et l'OM? Il dit, ah quand même Paris quand même. Et je me dis, ah putain, pourquoi t'es tombé dans le panneau de l'avoir acclamé à Marseille alors que le mec au fond de lui. Donc tu vois. Ah, il va dire que c'était particulier à l'OM, tu vois. Par contre, il a dit, ouais, les meilleurs supporters c'est l'OM, mais mon club de cœur c'est Paris. Il y a peut-être un peu du mensonge, la langue de bois, je me dis, mais bon, il était un petit peu coincé. Je sais pas si c'était. Ouais, je te jure, il a dit ça. De tempérer les deux côtés. Par contre, je crois Gabi Enze, il a dit que c'était Paris son club de cœur il y a pas longtemps avec le recul, je crois. Ouais, il me semble. Mais qu'il avait très apprécié son passage à l'OM. Mais je te retourne la question. Est-ce qu'il y a eu des joueurs où tu as vraiment mal pris ces passages PSG-OM? Est-ce qu'il y en a un ou tout le monde? À tous. Parce qu'un mec comme Mbami qui n'était pas. Enfin, si, quand non, même, il était. Non, lui, ça va, tu vois. Mais quand par exemple, tu as été capitaine du Paris Saint-Germain et après tu vas chez l'ennemi, tu vois, comment tu veux que je digère ça? C'est fort. Putain, c'est puissant. Non, mais nous, franchement, la vérité, Johanna, on a eu moins de cas. J'avais fait un live là-dessus en plus, donc. Ouais, j'ai vu en replay. Je te dis Peter Luxin, mais c'était très tôt, ça. J'étais tout petit, j'étais début 2000. Mais ensuite, des Marseillais qui sont ensuite passés à Paris directement. Il y a eu la Sanadiara, mais j'en cherche là dans ma tête. Il n'a pas eu tant que ça. En direct, je pense qu'on a très peu. Je pense que j'avais fait un peu des recherches de mémoire, mais il y en a vraiment très très peu. C'est plus les Parisiens qui ont fait les catins que Marseille, parce que ce que je vais dire, ça va te faire plaisir, mais on va dire les joueurs, ils ont plus la frousse des supporters marseillais que des supporters parisiens actuellement, tu vois. Ah bah si, franchement. Actuellement. Mais donc c'est des trucs que tu verras de moins en moins et après je vais t'expliquer pourquoi. Vous, là, les dingueries que vous avez fait en Ligue des Champions, 13 matchs consécutifs avec des défaites. S'il y avait les supporters dans le stade, jamais t'aurais vu ça. Les supporters, vous serez déjà sur le terrain en train de les insulter. Mais ça serait une saison qu'on aurait vécu au stade, putain. Oh là là, ce qu'on aurait vu. Les joueurs, les banderoles, les pétards. Les joueurs savent très bien qu'ils ont des comptes à rendre aux supporters marseillais. Donc du coup, tu sais, tu verrais moins ce genre d'action. Et à l'époque, je suis désolée, vous pesez aussi autant. Donc je pense que par rapport aux supporters, tu vois, ils sont pas bêtes, ils se sont dit ça risque pas de très bien de passer et tout. Ce qui change, c'est les agents. Est-ce que les agents, ils ont les cojones, comme on dit, de faire tel et tel transfert? C'était les agents qui devaient assumer. C'est vrai, t'as raison. Avec le recul, notamment Fiorez, DU, ça c'était une affaire d'agent. Je me rappelle en fin de mercato pour Fiorez, dernier jour du mercato, embrouille avec Vaïd et opportunité de Marseille. L'agent a poussé. C'est vrai, de ce côté-là. Mais c'est vrai que c'était des sacrés. Waouh! Fabrice Fiorez. Pourtant, à cette époque-là, Paris-Marseille, c'était un peu équivalent. Bon, on était peut-être un peu au-dessus, mais de peu, quelques saisons. Non, Paris était le choix. Ouais, alors vous gagnez souvent contre nous, hein. Putain, il y avait une série de je sais pas combien de victoires d'affilée, je crois. Dans les années 2000. On était passé à 9 ans. Avant les 17 cartons, là. Ouais, avant les 17 cartons qu'il y a eu, là, il y a quelques mois, là. Ah oui, là, tout récemment. Ouais, même plus, 10 ans. 9 ans. Ah si, 9 ans, 2020, 9 ans. Ouais. Mais bon, après, ça a fait... Les joueurs qui passent par le PSG et l'OM, il faut qu'ils aient quand même des coronesses, quand même, de le faire.
faut s'en battre, ou alors faut s'en battre les couilles de tout. Voilà, mais à ce Ou compte-là, avoir t'as juste aucun envie amour du d'argent. maillot. Voilà, ouais, mais encore, tu passes du PSG à l'OM. Je te parle des transferts de l'époque des années 2000. Est-ce qu'il y avait une grosse rivalisation salariale? Je pense pas. Est-ce que DU il a beaucoup plus touché qu'à Paris, à Marseille? Je pense pas. Quel était Mais c'est les l'intérêt de DU agents. de signer à Marseille? Les agents, voilà, tu m'as répondu, t'as raison. Parce que si t'as ton agent qui dit soit tu joues à Marseille, soit tu joues plus nulle part, bah le gars il va jouer à Marseille. Tu vois, c'est genre, c'est soit t'as pas de club, soit c'est Marseille. Ouais. Admettons, toi, t'es joueur du Paris Saint-Germain, d'accord? T'as besoin de jouer, t'as besoin d'argent, t'as besoin de te faire connaître, t'as besoin d'être sélectionné, t'es français, et t'as besoin de jouer, d'être convoqué pour les compétitions internationales. Tu sais très bien que c'est mieux pour toi de jouer à Marseille que de pas jouer du tout. Peut-être qu'il y a un moyen de pression, enfin, peut-être que les agents savaient parler aux joueurs et tout. Parce qu'à l'époque, les agents, c'était des agents. C'était pas des frères, des sœurs, des tontons, Ouais, des c'est papas. vrai. Le vrai métier d'agent, C'est quoi. un vrai métier. Il y a des formations d'agents qui existent. Ça coûte un peu cher Ouais. et tout. Mais... Et donc, pour moi, je pense que c'est vraiment les agents qui connaissaient les joueurs. Ils les connaissaient très tôt. Donc, ils savaient faire appel à leurs émotions. Je dirais pas jusqu'à savoir les manipuler, mais pas loin, tu vois. Ouais. Après, ouais. Mais pour moi, les pires traîtres des deux camps, pour moi, ça a été à Paris, ça a été Enze, DU. Ouais. Et je rajouterais Fiorez. Côté marseillais, c'est Peter Luxin, parce que Peter Luxin, c'est pire que tout. Il est né à Marseille, formé à l'OM, il joue à l'OM, il signe à Paris l'année suivante. Et c'était lui le premier de la série. Hein, il a ouvert la porte. Et ouais, il a ouvert la porte. Et c'était passé sur le JT TF1 à l'époque. Et mon père, il était à côté de moi. Il dit, mais regarde-moi ça, c'est inadmissible. Mais comment et moi, je prenais ça. C'était grave ce qu'il avait fait, toi. Mais ça l'était un peu. Mais de ton âge, je il avait lancé la série. Il y avait aussi Dalmat. Je sais pas si tu te souviens, Dalmat, un joueur qui est passé PSG OM dans les années 2000. Ça date. Hein, c'était waouh. Lui, il m'a pas marqué. Ouais, c'est normal. Il est resté 6 mois à Paris. Il était à l'OM à la base. Et il est ensuite signé à Paris. Il a joué 6 mois. 6 mois, il est parti ailleurs en Angleterre. Ouais. Voilà. Ouais, il a fait un passage éclair. C'était, en fait, il a fait une escale à Paris pour aller en Angleterre. Ouais, c'est ça. Les gens font des escales à les aéroports. Lui, il a fait une escale dans le club. Il a fait 20 clubs dans sa carrière, lui. C'est un Bernard Fabi, c'est ça? Ouais, voilà. C'est vrai. Non, mais Bernard Fabi, je crois que c'est une quinzaine de clubs. Hein. Oula, si on ferait les comptes sur Ben Arfa, déjà en club français, t'en as au moins 6 ou 7. Ouais. Plus l'Angleterre. Bon, allez, ouais, entre 10 et 15, quoi. Entre 10 et 15. Comme Djibril Cissé, il a fait beaucoup de clubs. Nicolas Anelka. Ouais, mais c'est pas le même palmarès. Anelka, il a un si gros palmarès que ça? Ouais, il a joué une année au Real. Ouais, il a mieux que Ben Arfa, tu vois. C'est pas non plus. C'est pas Ben Arfa, le palmarès de Ben Arfa, c'est titre de champion avec Lyon et Marseille. Et ensuite, à Paris, si on les compte pas, c'est trophée. Il faudrait que je fasse un point Bernard Fabi. qui joue toujours, hein, mais à Bordeaux. Ah ouais. Ouais, mais c'est bientôt fini. Il a 87, il a 34 ans. Et excuse-moi, je suis né en 87. Ouais, c'est vrai. Ben écoute, tu seras en fin de carrière. Je suis en fin de carrière.